Ceci est un livre audio autogénéré par Google. INRODUCTION général. Au nombre de 20 millions, les musulmans d'Europe occidentale sont originaires pour l'essentiel de pays membres de l'Organisation de la Conférence islamique et se rattachent à différents courants religieux, sunnites, chiites, soufis et de sectes dérivées du chiisme à l'instar des ismaéliens, des zaïdites ou des alévis turcs. Ils appartiennent à diverses origines ethnico-linguistiques, arabes, berbères, africains, asiatiques, européens et autres. Les premiers flux migratoires vers l'Europe s'amorcèrent dès le XIXe siècle et ce mouvement s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Il a été particulièrement dynamisé par le phénomène colonial, par le besoin de main-d'œuvre indispensable à l'activité des pays industrialisés, par les poussées démographiques locales, et par la quête de liberté et la promesse d'une vie meilleure. Avant le choc de la révolution iranienne, 1978 à 79, en Europe, l'installation de minorités musulmanes soulevait tout au plus de l'indifférence et parfois une inimitié contrôlée. En dépit de leur dévalorisation exprimée dans le discours par certaines générations d'orientalistes, ces musulmans ont continué à éveiller dans l'imaginaire occidental un mélange de curiosité et d'exotisme. Mais c'est principalement avec les effroyables tragédies du 11 septembre 2001 à New York et du 7 juillet 2005 à Londres que tout a vraiment basculé. Ces événements dramatiques amorcèrent un regain d'animosité de la vieille Europe à l'égard de l'islam et des musulmans. Très vite, le fléau de la haine, de la violence et du racisme, souvent banalisé par les masses médias occidentaux, se focalisa sur de nouveaux boucs émissaires, les Arabes et les musulmans. Les manipulations et les dérapages médiatiques ciblant les musulmans ont été analysés minutieusement par Thomas Del Tombe. Son ouvrage sur l'islam imaginaire nous montre comment les médias ont progressivement construit une inquiétante islamophobie. Au cours de cette dernière décennie, 2004 à 2014, en Europe, la xénophobie, la discrimination et la stigmatisation ont atteint un paroxysme, notamment envers les minorités musulmanes. Cette condamnation, consécutive aux agissements d'une frange d'islamistes radicaux, a contribué au regain de l'activisme de l'extrême droite et à la résurgence du fascisme sur le continent. La nouvelle situation, causée surtout par la cohabitation avec les musulmans, a contribué à faire évoluer la nature du racisme et du discours démagogique des extrémistes européens. De plus, si on remonte au passé de l'Europe et particulièrement de la France, tel qu'il a été étudié par des historiens crédibles du XVIIIe siècle à l'instar d'Augustin Thierry ou de Nicolas de Bonneville, on s'aperçoit que la nature même du pouvoir sur ce continent a été jalonnée de manière ininterrompue par ce qu'il qualifie de lutte des races et par la domination des peuples du Nord. À titre d'exemple, durant des siècles, le pouvoir hégémonique des Germains d'Europe de l'Ouest, saxons, francs, burgondes, normands, lombards, etc., a été caractérisé par l'antipathie, la marginalisation et le racisme à l'égard des Gallo-Romains et d'autres communautés ethniques et linguistiques européennes. Les Germains justifiaient leur supériorité hégémonique sur les peuples dominés, en se targuant de leur ancienneté sur cette terre d'Europe. Il est curieux de voir qu'à leur tour, les peuples européens assujettis autrefois par les Germains invoquent, aujourd'hui, les mêmes arguments d'ancienneté pour justifier leur supériorité sur les communautés récemment installées sur le vieux continent. Précisons dans la foulée qu'au XVIe et XIXe siècle deux autres clivages sont venus se superposer à cette lutte, l'un à connotation religieuse opposant les catholiques aux protestants, l'autre idéologique mettant aux prises socialisme, capitalisme et fascisme. Ainsi, on se demandera si toutes ces pratiques d'affrontement, soulignées par Michel Foucault et inhérentes à l'exercice du pouvoir intra-européen sont différentes du racisme à caractère religieux antisémite qui a ravagé l'Europe des années 1930 et qui semble se reporter sur les minorités musulmanes. Durant la période des deux guerres mondiales, le racisme dans sa forme la plus violente et l'ostracisme visait essentiellement les Juifs et les Gitans en Europe. Ces pratiques racistes et xénophobes étaient le fait de pouvoirs étatiques, allemands, italiens, français vichistes, etc., soutenus par des groupes politiques fascistes ou d'extrême droite. Or, aujourd'hui, on verra que ces idéologies néfastes semblent subir une mutation méthodique révélant que la haine menace désormais non seulement le juif et le gitan, mais aussi le musulman et l'arabe. Les thèses funestes évoquées ci-dessus
ne sont plus directement défendus par des États constitués, mais par les représentants d'institutions qui leur sont proches, groupes parlementaires extrémistes liés à d'amples nébuleuses associatives et à des organisations de jeunesse chrétienne sectaires, dans la majorité des pays européens et dans l'Union européenne. Un nouveau délire inquiétant s'est emparé de l'esprit de beaucoup d'Européens et nous remémore une réflexion de Deleuze. Il appartient à la libido d'investir le champ social sous des formes inconscientes, et par là d'halluciner toute l'histoire, de délirer les civilisations, les continents et les races, et de sentir intensément un devenir mondial. Pas de chaîne signifiante sans un Chinois, un Arabe, un Noir qui passe la tête et viennent troubler la nuit d'un Blanc paranoïaque. Enfin, on verra que ce mouvement délirant veut ignorer qu'à l'horizon se dessinent les contours d'une nouvelle Europe interculturelle, humaniste et dynamique. Et pour s'opposer à cette marche de l'histoire, il affine, d'une part, un discours qui induit les Européens en erreur par une fausse représentation visant à discréditer tous les musulmans, et d'autre part, il s'efforce d'ajouter une frange de salafistes radicaux en lieu et place d'une majorité de musulmans modérés et pacifiques qui vivent en Europe et dans le monde. Tenant compte de ces éléments, nous sommes convaincus qu'il y a lieu d'aborder la problématique des musulmans en Europe qui, à notre connaissance, a fait l'objet uniquement d'études sectorielles par pays et rarement de manière globale. Ainsi, nous mènerons notre réflexion en privilégiant 3 perspectives. Primo, nous ne chercherons pas à élaborer de nouvelles connaissances sur ces phénomènes idéologiques que nous venons d'énoncer. Notre démarche consistera plutôt à mettre en garde l'opinion quant à l'accroissement du racisme et des discriminations à l'égard des musulmans d'Europe, et de l'inciter à développer une attitude active envers ces phénomènes, ou du moins à éviter la crispation et la haine, en abordant la question de l'islam européen. Secondo, nous nous efforcerons de contribuer à présenter la problématique des musulmans en Europe, en donnant plus spécialement une visibilité aux ressentis des musulmans, et en accordant aussi la parole aux intellectuels issus de ce groupe, sans pour autant négliger la réflexion d'érudits tiers-mondistes de sensibilités culturelles différentes comme Édouard Saïd et Frantz Fanon, etc. Ainsi, on examinera la façon dont ces musulmans perçoivent, d'une part, les dérives de l'intégrisme islamique qui bouleversent l'opinion publique européenne et d'autre part, comment ils analysent le racisme, les discriminations et les violences symboliques, anti-arabes et anti-musulmanes colportées par les groupes d'extrême droite et fascistes en Europe. On verra comment la communauté musulmane d'Europe, qui n'est pas un bloc monolithique, est sous l'emprise de 2 forces contraires qui la compriment et la prennent en otage, à savoir d'une part l'intégrisme islamiste et d'autre part les groupes d'extrême droite. Ces derniers ont réussi à colporter un discours banalisé, mais tout de même stigmatisant, essentialiste et raciste à l'égard des musulmans. Il conviendra également de faire un bilan des prétendus échecs du multiculturalisme dénoncé par David Cameron en Angleterre, et d'autre part, des revers du modèle français d'assimilation ou d'intégration. Pour répondre à ces questions, nous avons choisi d'examiner la situation des minorités musulmanes dans 9 pays, la France, l'Italie, l'Angleterre, la Hollande, le Danemark, la Norvège, la Grèce, la Suisse et l'Allemagne. Tertio, dans la foulée, nous tenterons aussi de savoir si ces nations européennes choisies adoptent une attitude identique ou au contraire complètement différente envers leurs minorités. Pour ce faire, nous les classerons en 3 groupes, selon leur sensibilité au pouvoir tant politique, culturel que religieux. Dans le sillage de ces groupes, nous joindrons un sous-groupe mixte composé de la Suisse et de l'Allemagne, en raison des similitudes qui les caractérisent. Dans le premier groupe dit latin d'Europe du Sud, de sensibilité à majorité catholique, privilégiant l'assimilation, l'intégration culturelle et le centralisme jacobin, nous avons sélectionné la France et l'Italie. Dans la foulée, la Suisse bien que fédéraliste sera traitée à l'intérieur de ce groupe, notamment à travers sa sensibilité latine, Tessin italophone, Romandie francophone. Pour le deuxième groupe anglo-saxon et de culture à majorité réformiste protestante, du nord de l'Europe, avantageant le multiculturalisme, la diversité religieuse et le brassage des identités, l'Angleterre, la Hollande, le Danemark et la Norvège ont été sélectionnés. Enfin, le troisième groupe, de confession orthodoxe, est essentiellement composé de la Grèce pour représenter les pays du sud-est de l'Europe, mais nous aborderons incidemment l'attitude complexe des orthodoxes à l'égard des musulmans.
Avant d'analyser les particularités des groupes de pays cités ci-dessus, examinons de près la genèse historique du discours racialiste sur lequel se sont construits le racisme, la xénophobie et la discrimination sous leur forme actuelle. En d'autres termes, comme on l'a suggéré, on se demandera si les nouvelles formes de racisme religieux, antisémites ou anti-musulmans, ne sont finalement que de vieilles recettes de pouvoir que les groupes HE-GE-moniques européens ont toujours utilisées pour sauvegarder leur domination sur d'autres communautés ethniques et linguistiques subalternes, et que les minorités musulmanes, récemment installées en Europe, ne sont pas l'exception à cette règle cardinale. Figure 1. Population musulmane en Europe, y compris l'Europe de l'Est. Source: Pew Forum, http://www.pewforum.org. Source: Pew Research Center, http://www.pewresearch.org/factank/2016-07/0-muslim-population-in-europe. Nombre de musulmans en Europe. Selon Pew, la France et l'Allemagne sont au coude à coude. Première partie. Comment est-on passé de l'antipathie de race à caractère hégémonique à la haine des races, et au racisme d'essence religieuse? Depuis toujours, l'histoire de l'Europe a été caractérisée par une très grande diversité ethnique, linguistique, culturelle, religieuse et politique. Elle a expérimenté la lutte des races, selon l'expression de Michel Foucault, et les guerres de religion ponctuées par la lutte des cultures, Kulturkampf, auxquels se sont superposés des affrontements idéologiques et sociaux liés au socialisme, au capitalisme et au nationalisme. Comme on le verra dans le chapitre 1, la lutte des races, telle qu'elle était conçue par les historiens français, a souvent servi à certains groupes HE-GE-moniques de prétexte pour contrôler les plus importants leviers du pouvoir. Nous nous empressons de préciser qu'à l'exception de l'antisémitisme, elle n'avait pas toujours de connotation raciste. En d'autres termes, les antipathies de race et les affrontements idéologiques que connut l'Europe d'alors étaient essentiellement liés à l'exercice du pouvoir, aux privilèges, aux coutumes et à la fortune. Elles n'avaient pas toujours de signification raciste au sens pseudo-biologique du terme. Mais, est-ce qu'il en a été de même pour l'Europe contemporaine, notamment dans ses rapports avec les minorités issues de l'immigration africaine, asiatique ou arabe? Qu'en est-il aussi de certains milieux extrémistes d'Europe qui tentent de développer un modèle cognitif et psychique raciste, comparable à celui qui a servi de modèle aux fascistes européens des années 1930? En d'autres termes, au vu des événements qui ont particulièrement suivi l'affaire des attentats contre Charlie Hebdo, Paris le 7 janvier 2015, peut-on s'autoriser à penser que l'Europe est désormais passée d'une simple antipathie des races, qui a caractérisé son histoire lointaine, à une haine des races, et au racisme à caractère religieux comparable à l'antisémitisme? C'est ce qu'on examinera dans le chapitre 2. 1. Antipathie des races, lutte des cultures, Kulturkampf et affrontements idéologiques en Europe. Les historiens attestent que l'Europe n'a jamais connu l'homogénéité raciale, ethnique, linguistique et religieuse. Elle s'est construite par paliers successifs et son corps social a progressé par l'entremise de relations engendrées par un discours fondé sur la lutte des races, la Kulturkampf et les idéologies politiques. Fernand Braudel disait à juste titre: l'Europe, comme le bois des arbres, s'est faite par couches successives d'âges différents. Le plus vieux bois d'Occident, le cœur de l'arbre, c'est ce qu'en avait conquis autrefois et civilisé l'Empire romain, lorsqu'il s'étendit vers l'ouest et vers le nord jusqu'à la double charnière du Rhin et du Danube d'un côté, de l'autre jusqu'aux îles britanniques, dont il n'a tenu qu'une partie, en gros le bassin de Londres. Au-delà de ces frontières, la civilisation européenne, la vieille Europe, s'est propagée tardivement, après la chute de l'Empire romain. Ce sont les couches nouvelles et superficielles de l'aubier. Et selon cette métaphore de Braudel, les couches nouvelles, jeunes, tendres et blanchâtres du tronc de l'arbre représentent la Nouvelle Europe dont l'immense territoire était jadis peuplé de barbares germains. La Nouvelle Europe a été finalement civilisée par l'Occident médiéval qui y installa ses églises, ses missionnaires, et ses solides assises symbolisées par les abbayes et les évêchés de la lointaine Rome, mais elle n'avait pas subi cette civilisation avec la passivité que connaissent la plupart des populations vaincues.
Les Germains qui la composent ont plutôt joué un rôle hégémonique dans la manière dont l'Europe a été façonnée et civilisée, à travers la lutte des races de l'époque. Comme on l'a dit, le pouvoir a été contrôlé par les Germains d'Europe de l'Ouest, parlant les langues et les dialectes germaniques. Ces derniers ont longtemps été favorisés dans leur rapport de domination d'ethnies subalternes, notamment gallo-romaines. Ajoutons que la lutte des races n'est cependant pas exclusive aux Germains. Cette pratique a été reprise par la plupart des groupes sociaux qui ont dominé l'histoire des nations européennes, notamment en Angleterre et en France. Cette domination d'un groupe sur les autres s'est faite au prix de guerres, d'invasions, de batailles, de victoires et de défaites, bref de violences. Et dans le cas de la France, elle s'est particulièrement illustrée par la rudesse et l'hégémonie des Francs germains. L'historien Augustin Thierry nous dit par exemple que à leur immigration de Germanie en Gaule, les Francs s'étaient montrés cruels et vindicatifs envers la population gallo-romaine, soumise à leur joug. Quant à Boulainvilliers, il ne laisse planer aucun doute sur le phénomène de la lutte à caractère identitaire qui découle de l'invasion de la Gaule par les Francs au Ve siècle. Il indique clairement que la noblesse française descend des Francs, représentant la nation conquérante, alors que le tiers-état était l'héritier des Gaulois, la nation vaincue. En d'autres termes, cette lutte entre le tiers-état d'origine gallo-romaine, identifié à la bourgeoisie, et la noblesse d'origine franque a duré des siècles et ne fut que partiellement résorbée par la Révolution de 1789. Et Guizot d'ajouter que même durant la Restauration, les aristocrates français rappelaient les droits anciens de la noblesse, fondés sur la conquête, afin de réclamer pour eux-mêmes une place plus importante face à la bourgeoisie dans la société de la Restauration. De manière générale, comme l'a précisé Michel Foucault, le discours de la lutte des races a été récupéré dans toute l'Europe pour devenir le discours du pouvoir, voire même le discours d'un combat qui est à mener non pas entre deux races, mais à partir d'une race donnée comme étant la vraie et la seule, celle qui détient le pouvoir et celle qui est titulaire de la norme, contre ceux qui dévient par rapport à cette norme. En d'autres termes, le combat que mène tout groupe hégémonique, détenteur du pouvoir, est de normaliser la société, même si sa démarche aboutit à la marginalisation, voire à la ségrégation des autres groupes sociaux. Sans vouloir donner trop de détails historiques, je précise que j'ai repris ce thème du discours sur la lutte des races en Europe pour montrer que d'une part, l'homogénéité raciale n'a jamais existé, elle n'est qu'une fiction discursive au service des enjeux de pouvoir, ce qui a été déjà confirmé en 1869 par une conférence d'Ernest Renan qui disait « La vérité est qu'il n'y a pas de race pure, et que faire reposer la politique sur l'analyse ethnographique, c'est la faire porter sur une chimère. » À ce sujet, il précise que la France est celtique, ibérique, germanique. L'Allemagne est germanique, celtique et slave, ou encore que l'Italie est le pays où l'ethnographie est la plus embarrassée. Gaulois, étrusques, pélages, grecs, sans parler de bien d'autres éléments s'y croisent dans un indéchiffrable mélange. Ajoutons qu'aujourd'hui, toutes ces nations se sont mêlées à d'autres groupes immigrés d'Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Asie ou de Turquie et dont les descendants forment ce que je qualifierais de nouvelles souches indéniablement européennes. En somme, le facteur racial, ethnographique, n'a été pour rien dans la constitution des nations d'Europe, et ce, malgré son existence dans les discours dominants. Seule la volonté de vivre ensemble a primé, et ce, malgré le pouvoir dominant et hégémonique de certains groupes ethniques sur d'autres. Par conséquent, la minorité arabo-africaine ou asiatique de confession musulmane, qui forme une nouvelle couche de bois dans le tronc occidental, fait désormais partie intégrante de la société. Cette minorité que j'ai qualifiée de nouvelle souche européenne, ne fait pas exception à la règle du vivre ensemble et du jeu de pouvoir. D'autre part, le corps social européen a toujours été articulé sur deux ou plusieurs races, qui n'ont pas cessé de s'affronter pour imposer leur hégémonie sur des groupes dominés dits subalternes pour les discriminer. Les migrants installés durablement en Europe, formant la dite nouvelle couche de population, ont été ravalés au statut de quart-monde ou de prolétaires. La marginalisation, le traitement de facto à connotation défavorable et la ségrégation que leur font subir les États européens, dirigés par des gouvernements de gauche comme de droite, font partie d'une stratégie globale de justification et de conservation du pouvoir au profit des groupes HE-GE-monique constitués de plus vieilles souches européennes. Ces pratiques ne semblent pas relever du racisme biologique défendu par les partis d'extrême droite,
qu'on examinera plus loin. En d'autres termes, les discriminations de droit public subies par les minorités ethniques et religieuses, incluant en particulier les musulmans en Europe, ne sont pas inhérentes à une politique raciste et xénophobe délibérément défendue par l'État. Elles semblent plutôt liées à un jeu de pouvoir propre à l'histoire de l'Europe, que l'on qualifierait de ségrégation raciale à but hégémonique ou de racisme hégémonique. Sinon, comment expliquer que ces minorités ethniques et religieuses, issues de l'immigration et établies depuis des générations sur ce continent, sont systématiquement discriminées, absentes des hautes fonctions étatiques, tenues complètement à l'écart de toute représentation nationale parlementaire et presque inexistantes dans les services diplomatiques européens? Voyons cela de plus près. Les nouvelles souches d'Européens, enfants d'immigrés quasiment absentes des grandes fonctions publiques. Les enfants issus de l'immigration, notamment de confession musulmane, sont, selon un rapport de la documentation française, trop peu nombreux dans la fonction publique et contrairement aux minorités de confession juive ou d'origine arménienne, ils n'ont aucune visibilité dans les médias ou les partis politiques. Ce constat de présence insuffisante des minorités issues de l'immigration dans la vie publique est valable pour l'ensemble des pays européens. Les organes du Conseil de l'Europe s'en étaient préoccupés, dès 1994 en signalant aux pays membres que la composition de toute administration publique doit normalement être représentative de la collectivité qu'elle sert, afin d'instaurer un climat plus confiant et de donner à l'administration une vision plus juste, plus respectueuse et plus sensible des divers groupes ethniques ou raciaux. Les préoccupations des organisations du Conseil de l'Europe ne sont pas restées lettres mortes, puisque quelques pays, notamment de sensibilité anglicane comme l'Angleterre ou protestante comme la Hollande, ont adopté des réformes en faveur de l'égalité raciale, Race Equality Scheme. Ces changements d'ordre législatif ont permis de lutter efficacement contre les discriminations indirectes, menant à la sous-représentation des minorités dans les institutions publiques. De plus, ces décisions semblent confirmer l'esprit de tolérance légendaire des protestants d'Europe et leur attachement à la notion d'unité dans le respect du multiculturalisme, même si, pour des raisons électoralistes, certains groupes malveillants de la droite dure et de l'extrême droite s'opposent à toute symbiose entre les races et les cultures. En revanche, les pays latins à majorité catholique, comme la France ou l'Italie et ceux de la zone d'influence orthodoxe à l'instar de la Grèce, semblent moins enclins à prendre des mesures législatives sérieuses pour lutter contre les inégalités raciales et faciliter des actions positives dans l'intérêt des minorités. Néanmoins, en 2004, les députés de l'Assemblée nationale française ont pris conscience de l'injustice régnant dans les services publics et ont courageusement proposé de promouvoir le recrutement dans la fonction publique des Français issus de l'immigration. Selon ces mêmes députés, les mesures antidiscriminatoires qu'ils proposaient s'inspiraient surtout des politiques d'outreach pratiquées au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui ont fait la preuve de leur efficacité. En somme, à l'exception de l'Angleterre et de la Hollande, les minorités issues de l'immigration sont peu visibles dans la haute administration publique ou dans les fonctions gouvernementales européennes. Ces discriminations les empêchent de se fondre aisément dans le corps social de la nation, et les rendent plus vulnérables au racisme et à la xénophobie. Des exemples de cette vulnérabilité ont été relevés par Hannah Arendt, dans l'Allemagne des années 1930, où elle remarqua que l'antisémitisme s'exaspéra au moment où les Juifs avaient perdu leur fonction officielle et leur influence, et ne conservaient plus que leur richesse. En d'autres termes, la présence des minorités dans les grands corps de l'État contribue à atténuer les velléités racistes et discriminatoires à l'égard des groupes ethniques et raciaux vulnérables. Enfin, il faut constater que tout en restant fondamentalement loyal à l'État qu'il représente, le haut fonctionnaire issu d'une minorité est souvent en mesure d'assurer au sein de l'administration un rôle de porte-parole de sa communauté et peut à ce titre contribuer à la paix sociale. Pour terminer, on peut avancer qu'en Europe, l'ascenseur social de la fonction publique est en état de marche pour tous, mais qu'il est bloqué pour les groupes ethniques issus de l'immigration, notamment de confession musulmane. Les pays du vieux continent, particulièrement la France, l'Italie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.